Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous organisé dans les salons du Courtyard Marriott de la Porte de Versailles. C'est un lieu emblématique pour nous, car ce Marriott de 350 chambres, propriété d'Osae et Rosberg Hospitality, a été monté par nos soins à la place de nos anciens bureaux in extenso d'ici les Moulineaux. Et depuis notre déménagement vers Boulogne-Billancourt, nos expertises ont été complétées par les talents d'assistance à maîtrise d'ouvrage des équipes d'ACPH dirigées par Fabien Simati, Guillaume Millet et Arthur Rousseau. Ils ont à leur actif d'ailleurs la livraison récente de 6 hôtels d'exception, dont le Kimpton Opéra Saint-Honoré. Je voudrais vous soumettre quelques mots qui sont tout à coup passés dans le langage commun et ont enrichi notre vocabulaire quotidien, tels que PCR, pourquoi pas PGE d'ailleurs, antigénie, confinement, couvre-feu, télétravail, pandémie, variant, présentiel ou distanciel. On parle même de dîner clandestin et bien sûr de webinaire auquel nous vous invitons ce matin et qui fait partie de cette liste de mots qui semblait adaptés à une autre époque, à un autre monde que nous prononçons désormais au quotidien. Demain ne sera pas comme hier et les habitudes de consommation et de travail ont radicalement évolué. Beaucoup plus de livraison et des gestions de temps différentes. Peut-être moins de déplacements, mais sans doute aussi un peu plus long, davantage de réunions et de séminaires. Pourquoi pas demain le télétravail temporaire depuis des destinations touristiques comme élément de motivation des salariés. C'est bien hier et demain que nous ambitionnons de vous présenter ce matin. Grâce au travail de nos équipes statistiques et à notre partenaire STR, leader mondial de la statistique hôtelière, nous allons revenir en 2 temps sur l'activité hôtelière depuis 2019 et également sur ce qui se dessine pour 2022. D'abord, Olivier Petit se concentrera sur la France et ensuite, Ifa Roche nous fera part de son analyse sur un plan international. Nous remercions tous les hôteliers qui participent régulièrement chaque mois à nos observatoires statistiques et invitons les hôteliers qui ne participent pas encore à apporter leur contribution pour bénéficier de nos observatoires mensuels et nous permettre de vous proposer régulièrement des analyses conjoncturelles comme celle de ce matin. Enfin, je remercie chaleureusement nos partenaires qui nous soutiennent fidèlement. Nous aurons le plaisir de réorganiser un événement en présentiel le 21 avril prochain au Palais Brongniart avec nos amis de Deloitte, dont bien sûr notre très cher Joe Dreyfus. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous à ce sujet dans les prochains jours en espérant bien sûr que les contraintes sanitaires soient définitivement derrière nous. Sans plus attendre, je cède la parole à Olivier Petit, associé et directeur général d'Inextinso Tourisme, Culture et Hôtellerie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais attaquer avec le micro ouvert, moi. Je vous remercie à tous pour votre présence. On est au regret effectivement de ne pas pouvoir échanger en présentiel tous ensemble. Alors effectivement, je vais vous présenter le bilan de l'année 2021 et on parlera également des perspectives en matière d'atterrissage pour cet exercice 2022. Alors cette année, je voulais envoyer un grand remerciement à toute notre équipe statistique et notamment à Grégory Fortem qui la pilote. On est dans une année qui est complexe alors pour les hôteliers, qui est complexe effectivement également pour notre équipe statistique avec des hôtels qui ouvrent, qui ferment et donc une difficulté à suivre ce marché qui est toute particulière. Si on rentre dans le vif du sujet, on a connu 2 années de crise sanitaire mondiale qui ont réellement bouleversé notre secteur d'activité. Et on a aujourd'hui, on peut vous présenter 2 séries de chiffres. Les hôtels ouverts et fermés qui vont donner une vision de la réalité du marché français. Parce que la réalité, c'est également ces hôtels qui sont fermés faute d'activité. Et des statistiques également sur les hôtels ouverts, de manière à ce que les établissements qui auraient ouvert puissent se retrouver également dans ces chiffres. Donc le marché, si on prend les hôtels ouverts et fermés, on est sur un repli très significatif du taux d'occupation, moins 38%.
et un RevPAR qui est en retard, donc un chiffre d'affaires de moins 37% par rapport à l'année 2019. On va se comparer à cette année 2019, considérant que c'est une année de référence et de retour à la normale qu'on peut considérer. Lorsqu'on situe effectivement pour les hôtels ouverts, on retrouve ce taux d'occupation très en retard, une progression du prix moyen, 3%, j'aurai l'occasion d'y revenir, et donc un repli du chiffre d'affaires qui se situe à moins 28% en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Là encore, pour rester sur les hôtels ouverts et fermés et avoir un regard sur l'activité au niveau français, on retrouve dans cette série depuis 2019 justement les très forts creux liés au confinement et le signe encourageant d'une remontée effectivement tant de l'occupation, mais du prix moyen. On voit que le prix moyen, à compter de l'été, a réussi à repasser effectivement au-dessus de la barre de 2019, là où le taux d'occupation reste à la peine. Mais on a ce resserrement des courbes et ce rapprochement auprès de l'année 2019. Si on le regarde par catégorie, sans surprise, et ainsi qu'on en avait pu effectivement déjà le présenter, l'hôtellerie super économique montre une meilleure résilience que les autres familles d'hôtels. On le voit dans les hôtels ouverts et fermés ou pour les hôtels uniquement ouverts, des replis de moins 20%, donc on est moins 21%, donc ça reste effectivement très fort, mais moins important que dans les familles économiques ou milieu de gamme. L'élément effectivement un petit peu surprenant, c'est que finalement le haut de gamme et le luxe s'en sortent plutôt pas trop mal pour les hôtels qui ont ouvert avec un repli de moins 27%. C'est effectivement toujours dur à dire, mais à la fois les fermetures d'établissements d'un côté et les progressions de prix moyens, tel qu'on le voit sur ce diagramme, ont permis d'amortir effectivement la crise. Et ce qui est remarquable, c'est de voir effectivement que plus l'on monte en gamme, sur les familles effectivement haut de gamme et luxe, on a une progression de ce prix moyen de 17%. Alors, fruit effectivement d'une dynamique de marché sur les clientèles qui y étaient présentes, et effectivement aussi pour les hôtels ouverts, des hôtels qui ont bénéficié de la fermeture de certains de leurs confrères pour réussir à optimiser leur prix moyen. Si on regarde maintenant les données par territoire, on retrouve effectivement une destination Paris qui a particulièrement souffert, moins 39% de chiffre d'affaires par rapport à 2019 pour les établissements ouverts, là où on est à moins 25 et moins 20 respectivement pour la Côte d'Azur et la Provence. Le différentiel est très important effectivement sur Paris, là où on voit que on est à moins 62% pour les hôtels ouverts et fermés et moins 39% pour les hôtels ouverts. C'est ça qui témoigne du nombre d'hôtels qui est fermé, qui n'ont pas rouvert. Et donc, sur le marché, on a une baisse extrêmement significative, toujours un retard de moins 62% par rapport à l'activité de 2019. Si on regarde maintenant les établissements qui ont ouvert, en termes de taux d'occupation, ce qu'on voit, c'est que la crise, enfin avant la crise, on avait des performances de taux d'occupation, quelle que soit la famille, du super économique au haut de gamme luxe, qui étaient globalement resserrées à l'échelle du marché français. Et les confinements et cette crise sanitaire a très fortement accentué les écarts. Et on voit qu'effectivement, le delta entre l'hôtellerie super économique et l'hôtellerie de luxe, en termes de taux d'occupation, s'est très très fortement élargi sur les confinements. Il a tendance à se resserrer un petit peu sur décembre 2021, mais il reste extrêmement significatif. Lorsque l'on regarde effectivement ces variations de taux d'occupation entre les hôtels ouverts, la dynamique que l'on constate effectivement à partir de l'automne, où on a commencé à avoir effectivement
une réduction du nombre de cas avant que n'arrive Omicron. Et on voit qu'on a un resserrement des courbes qui ont tendance effectivement à se rapprocher de celles de 2019 et donc qui témoignent au final d'un horizon de sortie de crise qui est plutôt encourageant. Et lorsque l'on parle du prix moyen, cette fois-ci, le prix moyen, lui, on est revenu effectivement à partir de l'automne sur les niveaux antérieurs de 2019, a fortiori pour l'hôtellerie haut de gamme et de luxe, qui a connu des progressions très significatives. Alors, il y a effectivement une appétence des clientèles pour le marché français. On s'est rendu compte que cette dynamique nationale arrive à porter effectivement un bout de demande assez significatif, arrive à faire progresser les prix moyens parce que les hôteliers réintègrent, poursuivent une dynamique en termes de yield management qui est bonne. Et il y a aussi un petit caractère artificiel, malheureusement, dans cette progression de prix moyen, c'est que certains segments ne sont pas encore revenus. Et dans les segments qui ne sont pas encore revenus, ou du moins pas revenus à plein, on va retrouver les clientèles de groupes loisirs, de groupes affaires, qui sont des clientèles très fortement discountées pour certaines. Et ces clientèles n'étant pas présentes, comme ce sont elles qui ont les plus forts taux de discount, mécaniquement, avec des clientèles individuelles, on a un prix moyen qui tend à décoller d'autant plus vite. Donc le retour de ces groupes devrait retasser un tout petit peu les prix moyens, mais en tout cas, on est dans une dynamique favorable et on ne va pas bouder ce plaisir en cette période effectivement difficile. Donc lorsque l'on regarde les RevPAR des hôtels ouverts, on retrouve effectivement ce recollement par rapport à 2019 en fin d'année 2021, donc qui témoigne effectivement de cette sortie de crise. Alors, les impacts, ils sont évidemment nuancés en fonction des destinations que l'on va observer. Lorsque l'on regarde l'évolution des taux d'occupation des hôtels ouverts, on retrouve effectivement ces confinements qui ont affecté tous les marchés. Mais lorsque on a effectivement, on rentre dans les périodes estivales, on constate des pics de fréquentation très prononcés sur les clientèles, effectivement, notamment de la Côte d'Azur. On voit progresser également les clientèles sur les littoraux. Tout ce qui est province, région, là aussi, progresse relativement bien, là où Paris est resté à la peine. Les clientèles urbaines ont eu besoin d'aller prendre l'air à la montagne, sur les littoraux, et effectivement, Paris est resté à la peine. Le point qui est quand même très positif, c'est on observe à l'automne une dynamique sur Paris qui redevient effectivement plus favorable, avec une montée en puissance plus forte, et qui est le fruit du retour des clientèles américaines, pas dans les volumes qu'on connaissait avant, mais un retour effectivement qui s'est traduit par une progression du taux d'occupation, et une demande forte sur certains segments, dont l'activité séminaire, qui a permis de redresser les niveaux de fréquentation. Sur les RevPAR, aujourd'hui, on voit que les littoraux ont bénéficié effectivement de cet engouement pour des destinations de pleine nature, les régions également. Et donc, on retrouve effectivement pour chacun de ces territoires, là aussi, cet horizon de sortie de crise. Et à noter effectivement un point qui est assez significatif et qui est certainement l'impact du télétravail. On a vu des vacances d'automne qui se sont globalement très bien passées parce que grâce au télétravail, on prenait effectivement toute la semaine de congé où on partait sur un lieu de villégiature en famille. Et chacun prenait 2 jours de télétravail, travaillait 2-3 jours, et ça permettait effectivement de travailler à distance et de faire fonctionner l'activité touristique, notamment dans les établissements hôteliers. Lorsque l'on rentre un tout petit peu plus dans le détail, taux d'occupation, prix moyen par territoire, on retrouve le fait que les littoraux et la Côte d'Azur s'en sortent plutôt bien avec des progressions de prix moyens
toujours, effectivement, tous les territoires restent pénalisés par une fréquentation en dessous de la normale. Et plus on s'oriente vers des territoires effectivement urbains, à l'instar de l'Île-de-France, et plus le contexte est difficile. L'Île-de-France hors Paris, on va retrouver des destinations telles que Orly, Roissy, La Défense, qui restent effectivement lourdement pénalisées par cette crise sanitaire. Les destinations loisirs qui sont favorisées face aux destinations MICE, lorsque l'on regarde justement un petit peu les différents territoires, on voit qu'on a un échelonnement des reculs de RevPAR qui va de -20 à -40. Sur les territoires effectivement à très forte destination MICE et internationale, tels que Paris, Nice ou Strasbourg, et c'est là où on est effectivement encore le plus pénalisé en 2021 avec des replis qui se situent autour de 40%. Sur des destinations un peu plus mixtes, mais de grandes métropoles telles que Bordeaux, Lyon, Toulouse, là aussi on est pénalisé un petit peu moins par la dimension internationale et on est à -35%. Sur les destinations qui se rapprochent plus d'un marché national, tels que Rennes, Nantes ou Lille, on est un petit peu moins pénalisé, -30%. Et sur les destinations telles qu'Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, là où on a en plus la capacité à réinjecter une dynamique de loisirs, c'est là où le recul est le moins prononcé, à -20%. Et donc, on le retrouve sur ce diagramme avec les évolutions en termes de prix moyen et de taux d'occupation, et on retrouve chacune de ces grandes familles. Alors, à noter que Lille est un tout petit peu pénalisée dans la comparaison avec 2019, sachant que Lille, ayant accueilli la Coupe du Monde de football féminin en 2019, elle avait effectivement globalement surperformé en tant que territoire, et donc la comparaison n'est pas à son avantage pour cet exercice. Alors, on voit qu'il y a globalement une approche qui est très contrastée en termes de territoire, et on se pose la question également de savoir quelle typologie d'hôtel était le plus touché ou s'en sortait effectivement le mieux. Alors, sans surprise, lorsqu'on regarde les hôtels bien-être, les hôtels restaurants séminaires et les boutiques hôtels, on voit que chacun a été pénalisé lors des confinements. En revanche, sur les périodes effectivement estivales, on a des établissements d'hôtels bien-être qui naturellement effectivement s'en sortent mieux. Les boutiques hôtels avec une capacité plus réduite par nature et la possibilité souvent de produire un produit, d'offrir un produit plus expérientiel, dans cette période effectivement un peu morose, s'en sortent globalement mieux. Les hôtels séminaires, dans une phase où il est difficile de regrouper son personnel, où on prend un risque effectivement pour son activité ou pour ses clients, plus difficile d'organiser des séminaires, et donc on a une activité qui a été pénalisée plus durement, mais on retrouve quand même à l'automne cette embellie sur ce marché-là, puisque les entreprises ont ressenti le besoin de réorganiser des séminaires de cohésion d'équipe pour que les gens se connaissent, retrouver effectivement cet esprit d'équipe, et donc une dynamique qui s'améliore sur l'automne. Lorsqu'on regarde l'évolution entre le taux d'occupation et le prix moyen, effectivement, parvient à évoluer également dans les hôtels bien-être, là où on est encore pénalisé fortement sur les établissements de séminaires. Les boutiques hôtels qui sont sur un ancrage souvent plus urbain restent aussi effectivement avec un prix moyen en repli. Et donc en termes de RevPAR, on voit que les établissements qui disposent d'une offre de bien-être et de loisirs plus développée sont revenus pratiquement à la normale, là aussi dès l'été. Et on a une progression franche sur les hôtels séminaires, mais qui est encore plus éloignée que du rattrapage. Voilà, maintenant qu'on a dressé cette
ce bilan de l'année 2021, on s'est posé la question de l'atterrissage en 2022. Alors c'est toujours un exercice un petit peu périlleux, et a fortiori, lorsqu'on compare les taux de progression de 2020 à 2021, les évolutions sur certains mois sont des évolutions à 3 chiffres. Et donc, on vous demande un petit peu de mansuétude sur les valeurs absolues. On croit dans les tendances que je vais vous présenter, mais les atterrissages ne sont pas forcément évidents à regarder et à apprécier précisément. Un petit regard sur l'évolution de l'offre. Ce que l'on constate, c'est que si on regarde l'évolution du nombre de chambres créées depuis 2015, globalement, on voit que, aussi bien en Île-de-France dans les régions, le parc hôtelier a continué de progresser. Et on voit même des records sur l'année 2021 d'ouverture en région. Alors évidemment, lorsqu'on crée un hôtel, on a une inertie de 3-4 ans entre l'idée de développement et la réalisation, l'ouverture de l'hôtel. Donc ces projets qui ont ouvert en 2021 ou qui ouvriront en 2022 sont des projets qui ont été initiés plutôt en 2018. On voit qu'en 2022, on a des perspectives d'ouverture qui sont plutôt significatives, avec quelques reports effectivement de 20 et 21. Pratiquement 4000 chambres en Île-de-France et 6000 en région. Alors, je vous le disais, les valeurs absolues sont difficiles à apprécier, mais on est assez convaincu qu'on va avoir 3 grandes phases de reprise sur cette année 2022. Alors, ces projections n'intègrent pas évidemment un 6e, 7e variant qu'on pourrait voir arriver, n'intègrent pas non plus les tensions qu'on pourrait voir apparaître effectivement notamment sur l'Est européen et sur l'Ukraine. Si on fait abstraction de ces 2 grands événements majeurs qui pourraient venir pénaliser lourdement l'activité hôtelière, on va retrouver 3 grandes périodes. La première période résulte effectivement des contraintes sanitaires liées à Omicron et qui pénalisent ce début d'année 2022. Sur Paris, on risque effectivement d'être pénalisé sur les 3 premiers mois de l'année. On devrait ensuite avoir une seconde phase qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'été, où on va avoir un retard toujours présent sur l'activité parisienne, notamment sur le taux d'occupation lié à l'absence de très grands congrès qui risquent de fonctionner un petit peu à jauge réduite et l'absence de certaines clientèles internationales long courrier qui ne seront pas là cet été et donc qui pénaliseront encore le taux d'occupation. Et une troisième période, à compter de l'automne, sur lesquelles on devrait voir une inversion des courbes et peut-être à minima rattraper le niveau de 2019, voire le dépasser. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fin 2019, on était dans un contexte, dans un climat social relativement tendu en France, lié aux mouvements sociaux propres à la grève liée à la réforme des retraites. Et donc, on pourrait avoir effectivement une inversion des courbes au dernier trimestre 2022 pour Paris. On va retrouver globalement ces 3 phases sur la Côte d'Azur, mais certainement avec une incidence plus limitée du repli d'activité sur les mois de janvier et février. Un mois de mars qui devrait déjà reprendre des couleurs avec notamment des grands événements qui se tiennent à Cannes, tels que le MIPIM. Là aussi, même s'il est à jauge réduite, on envoie un signal fort en termes de reprise. Et une activité dont on a vu dès 2021 que la Côte d'Azur s'en sortait bien. Et la Côte d'Azur, typiquement, est un endroit sur lequel on peut avoir une dynamique en termes de séminaires très forte. On va avoir là aussi un repositionnement du Festival international du film qui devrait doper l'activité au mois de mai. Et un mois de juillet, on a vu que la présence des touristes sur la Côte d'Azur était déjà bonne l'année dernière. Elle devrait pouvoir effectivement être au moins aussi bonne sans le support du Festival du film. Donc une Côte d'Azur sur laquelle la perspective de reprise devrait être un petit peu plus longue.
Et pour ce qui est des régions, on va retrouver là encore une approche un petit peu intermédiaire entre Paris et la Côte d'Azur, avec un début d'année toujours difficile et une reprise plus affirmée à compter du mois de mai. Il en résulterait un retard toujours pour cette année 2022 par rapport aux perspectives par rapport aux réalisés de 2019, avec un marché parisien qui afficherait toujours un retard de l'ordre de 10% en termes de chiffre d'affaires et une courbe qui se rapprocherait très significativement de 2019 pour la Côte d'Azur et pour la province. Donc Paris, on va toujours avoir les congrès salons, l'international, qui va rester effectivement un petit peu en berne par rapport à l'activité de 2019. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'en 2021, on a toujours eu un grand nombre d'hôtels fermés à Paris, qui vont vraisemblablement pour partir ouvrir ou pour totalité rouvrir en 2022. Et donc l'absence d'une partie de la demande et un accroissement de l'offre fait que sur Paris, on aura vraisemblablement un retard plus important que sur les autres marchés en 2022. Voilà, gageons qu'on sous-estime la reprise, mais on a essayé d'être les plus objectifs possibles dans cette dynamique. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Yves Haroche, donc de STR, qui va nous mettre en perspective ces données du marché français par rapport au marché international. Ifa, à toi. Good morning. Thank you so much, Olivier, for that wonderful overview of what's happening in France. And I am pleased to report that we have a very similar message for the rest of Europe and for the world in general. So let me bring you through an overview globally, and then I'm going to deep dive into Europe and look at what to expect in 2022 and beyond. So we have a few questions that hopefully I will be able to answer throughout this presentation. Firstly is, what demand should the hoteliers expect? Will the demand exceed our expectations as they did in 2021? Will we see a repeat of that in 2022? How much will guests be willing to pay for their stays in our hotels in 2022 and beyond? And when are we going to go back to normal? So very, very big questions. So firstly, if we look at the world in 2021, Europe performed with a 60% occupancy for the entire year of 2021. So really that is not a bad performance considering the difficult start we had to the year and the difficult end we had. But if we look west to North America and east to mainland China, that is the beacon of hope that we have for 2022. So mainland China went into this pandemic far earlier than Europe did and has had a lot of more time to recover. And of course, North America has had a very different experience to Europe in terms of a lot less restrictions, a huge amount of domestic demand, and a lot of corporate and business travel that has continued throughout the pandemic. But what has been very surprising for all of us and continues to surprise us on a daily basis is, of course, the ADR that has been achieved. Europe has achieved 94% of the ADR it had in 2019. So an amazing performance, and that is matching that of North America and above mainland China. So that is something really to hold on to. And in terms of RevPAR, of course, we are seeing very different performances due to the lower occupancies, but a 56% recovery in RevPAR for Europe for the open hotels and 49% if we take into the closed and open hotels. So let's look at Europe in more detail. So here we see the full year 2021, the occupancy for the key cities across Europe. So cities are a very different conversation to the regions, of course. We know that a lot of the regions have outperformed many of the cities throughout. France is no different to the other countries across Europe. But the good news is that most of the cities are now experiencing anywhere between 25 to 50% occupancy in 2021.
There are, of course, a few exceptions, and those exceptions are really linked to the heavier restrictions that have stayed in certain cities or countries. Vienna, I will point out, and you will notice that Austria has suffered greatly from the tighter restrictions it had in the beginning of 2021 and then at the end of the year also. And of course, Moscow will stand out as an outperformer, and Russia has outperformed all of Europe throughout the pandemic. And if we look at that in recovery terms, so now we're comparing to 2019 full year occupancies, again, we're seeing the cities are edging up to almost 50% recovery. So that is a really, really good to the end of the year, considering we started the first quarter with such a high level of closures, poor performance, very heavy restrictions on a lot of markets, very little accessibility as well. So a really good performance for the full year. And then, of course, if we move on to ADR, we can see that for most cities, despite there being limited international demand, limited corporate transient business, and very little group or conference business, ADR has achieved over 80% recovery in most markets, and in some has outperformed 2019. At a country level, and I'm just showing you this so you can see where France sits. So the good news is France is following the trajectory of all countries across Europe. It's probably sitting in the top 5 in terms of recovery to 2019. And if I just point out the countries that have outperformed the norm or the average, Russia is one that has had fewer restrictions throughout the pandemic and has therefore held its own throughout the pandemic. The UK as well had removed its restrictions far earlier than other countries in Europe, had a vaccination program that went into play far faster than some other countries in Europe, and we can see the results of that. So the recovery is much, much faster and ahead of other countries in Europe. But what is the most interesting again is across all countries, ADR has not seen the same decline as occupancy. So we can see France, the dark blue line here, recovered fully in the summer to 2019, dipped back at the beginning of September, but then when business started coming back, especially into Paris, that ADR was driven up into the 2019 levels again. And you can see as well that there was a little dip around December for most countries, and that was obviously linked to Omicron, but it was very short-lived. A 2-week dip and then straight back up to where it had been. So will demand outperform our expectations? That really is dependent on 2 things. One is the desire to travel, and the other is the ability to travel. So if we look at leisure as a whole, and again, the dark line is Europe, you can see that for the United States, there has been a huge desire to travel. Travel has continued through the summer months, and again, because of the drive to destinations and the heightened domestic demand, the summer months outperformed and outdid expectations. But for Europe, the same happened towards the end. So as soon as those restrictions were lifted in June, July, the demand started to grow, and that continued into September, October, November. We never expected that to happen. We really thought that once the summer demand had declined, that the markets would settle back into previous years. But no, it continued as domestic demand, as Olivier mentioned, domestic demand happens midweek now. The shoulder nights are no longer the shoulder nights. Sometimes we have peak nights. So a really, really excellent performance, despite there not being that huge leisure or corporate or group base. So what are our travellers telling? So telling us we have a base of consumers, regular travellers, and we ask them on a quarterly basis, what are your plans in terms of travel? So for domestic travel, we expect from our survey in November, we will do another one at the end of this month. From a domestic perspective, there is a desire of 22% less than 2019. So before the pandemic, now travellers are thinking that they will travel less domestically, so 22% less. But if we look at international, that's 58% less of a desire to travel. So what does that mean for key cities, for all of those pan-European destinations? It certainly makes it more difficult for that recovery to come through. But of course,
nobody has lost fully the desire to travel. We saw that in 2022. And when you look at these images, why would you not want to travel, either domestically or internationally, especially for us poor UK folks sitting in storms and rains in the summer months? But after the pandemic, it's a completely different situation. So there is going to be even more people wanting to travel post-pandemic. So 27% increase in domestic demand and a 24% increase in international demand. And we can see that in our business on the books data. So if we look forward to a domestic destination, so Cornwall being the Mediterranean or the Côte d'Azur of England, we can see that already for 2022, we are seeing double and sometimes triple digit increases in the business going into Cornwall during the first half of the year, and even for the summer months, we're already seeing that growing. But if we look at an island like the Balearics, which is a fly-to destination, so a lot more risk entailed, a lot more cost also associated with traveling to a fly-to destination, especially this year, we can see that already for the summer months, although the January, February, March did not do very well because of further restrictions and Omicron, the summer months are looking very, very promising. So let's move to business. So again, desire versus ability to travel. So we all know that the work from home phenomenon continues in some countries more than others, but we are absolutely seeing people going back to their offices, doing business meetings, doing groups and events. And this can be seen in the share prices for our favorite Peloton and Zoom. So already since September, those share prices are on a dip. And if we survey the same travelers for business travel, it's a very different scenario. So for a corporate traveler for today, they are 56% less likely to travel than they would have for business. But when the pandemic is over, they will be 30% less likely to travel. So that really is something to think about. What will we do with less business travelers coming into our hotels? What other business do we need to attract, rather than previously depending on business and groups and events? So just to look at the world, across the world, we can see that, yes, our countries are in, Europe is on the way back, but Europe still has a long way to go for its cities. There's still, under 50% recovery in terms of occupancy. But if you compare that to North America, where it's up of 70%, 80% recovery, we have a long way to go. But that is our beacon of hope that we can recover as North America has and as the Asia Pacific region has too. And we know that that recovery will come. So this is the CPI for the UK, and this is tracking from 2020, from Q1 2000 right up until Q1 2020, how the demand for hotels follows the GDP. So that's pretty impressive numbers, despite all of the different variations of economic crisis we've had, or terrorism that we've had, anything that we've had that has reduced demand, it has always continued to follow the GDP. But what happened during the pandemic was, with all of the restrictions in play, that could not continue that same journey as it had done before. So now the question is this gone forever? Will demand continue along the trajectory of GDP recovery or not? I certainly believe that it will. And if we look at the United States, you can see already that in the fourth quarter, they have already got up to 92% of where they were in 2019. So that really tells us that that demand and ability to travel will allow us to go back to where we were before. And we can even see that in Europe. So in November, if we compared it to September, we can see all of the key cities saw a double-digit percentage increase on September in November. So that desire for corporate travel was certainly there. So what price will our clients be willing to pay when they actually do come into our markets and into our hotels? In Europe, they're willing to pay more than they did in 2019. So 104% recovery for ADR in Europe in the month of December.
As you saw before, for the full year, it was 94%. So really, really high numbers. And why is that? Why are we seeing such a huge performance in terms of ADR across the year, but it's particularly in December? It's because of those leisure destinations. So the increases here, so this is increase year on year on ADR. We're seeing 70% increase in a market like Sochi. So I talked about Russia and the performance that they've had. So a market like Sochi performing really well, Montenegro, Seychelles, all the luxury destinations, the bucket list destinations are driving that ADR performance and recovery in 2021. Sorry, I was just stuck there for a second. And a lot of that is coming through the luxury segment. So as Olivier alluded to, the same for France, that luxury segment really has taken flight, and that is what is driving the recovery. Savings are in play. People's desire to travel, who haven't traveled for 2 to 3 years, are willing to pay extra and stay in a luxury property. We can see that in Europe, and we can see that in the Middle East. So the last question to answer is, when will we go back to normal? We can see that in the month of December, all countries, with the exception of all countries outperformed 2021, and some are edging towards the 2019 level. So an amazing performance in the month of December for most European countries. And from an ADR perspective, again, all countries outperformed 2021 and also outperformed 2019 in most cases. Again, countries like Austria and Germany struggled to reach those levels, again, due to the restrictions that they had in play. So the world is coming back. So we are expecting by the end of 2022 a 90% recovery for most cities across the globe. You can see that the US has already recovered and is outperforming, whoops, sorry, gone too fast, has already recovered. But the European cities will take a little bit longer, so 90%. So why that 10%? Why are we not going to get to 100%? And that is linked to really where you are in the world. So this is, across Europe. So I'm not talking about Paris or France or anything in particular, but you have to think about what business is coming into your market or into your hotel. If you are dependent on long-haul international travel, that is not going to fully recover until 2024, and therefore that base of business that you're used to having will not come through. If you are only domestic, solely domestic, then you're probably in a very happy place. So every market is different, every hotel is different, and our numbers are just giving you an indication of what to expect, what to plan for, how to plan your business differently in the future. So thank you so much for your attention. It was great to be able to share our numbers today, and I'm going to pass you back to Olivier. Merci beaucoup, Aoife. Merci pour cette perspective européenne et mondiale. Et ça retranscrit bien effectivement la qualité de vos travaux chez STR. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le blog. Si on peut y répondre, on aura plaisir à le faire. Le temps que les questions arrivent, je vais apporter mes réponses sur certains sujets. Moi, j'ai été quand même surpris par un certain nombre de choses cette année. La première des choses, une des craintes qu'on pouvait avoir, c'était le fait d'avoir une guerre des prix qui aurait pu se dessiner effectivement dans le secteur de l'hôtellerie pour réattirer les clients. Je pense que les hôteliers ont bien compris que de toute façon, dans certaines phases, c'est le cas pour les crises sanitaires, c'était le cas pour les crises sécuritaires, c'est pas en baissant les prix qu'on arrive à attirer des clients. Si les clients ne voyagent pas, ne veulent pas voyager, ils ne voyagent pas à 50 €, ils ne voyageront pas à 100 €, ils ne voyageront pas à 150 €. Et donc, la tension sur les prix n'aurait pas été effectivement un signal bon à envoyer au marché parce que c'est toujours plus long à redresser. Et je suis assez convaincu que cette évolution des prix moyens est de toute façon une bonne chose. Il ne faut pas oublier qu'on a des enjeux aussi qui sont devant nous au-delà de cette crise sanitaire dans le secteur, d'attractivité du secteur vis-à-vis de l'emploi.
ce qui va avoir une incidence sur les niveaux de salaire. Et donc, si on a une incidence, une progression des masses salariales, il va falloir qu'on réussisse à mettre en face des évolutions de prix moyens si on veut tenir les marges des entreprises. On est également en phase du décret tertiaire qui va arriver, qui va nécessiter vraisemblablement là aussi quelques investissements pour pouvoir s'inscrire dans ces questions de durabilité long terme et qui sont aujourd'hui dans la loi. Hein. Donc le soutien qu'on peut avoir sur le prix moyen est quand même une bonne nouvelle. La deuxième chose qui m'a surprise également, c'était la dynamique de reprise de l'activité séminaire à la rentrée, à l'automne. Il y a eu une très très forte demande, et demande que l'on voit poindre aujourd'hui également. C'est-à-dire que ces confinements successifs, mais le télétravail également, font que les gens ont besoin de retisser du lien social au sein des entreprises, avec leurs partenaires, avec leurs clients. Et ça peut passer que par des regroupements, par du séminaire. Et donc, on peut aussi imaginer qu'une partie des pertes qu'on pourrait avoir en termes de clientèle individuelle à faire se reporte également sur de la clientèle de séminaire, parce qu'on va avoir besoin de se voir plus souvent si on n'est pas tous regroupés au bureau en même temps. Et puis le télétravail, les gens qui se sont expatriés à quelques centaines de kilomètres de leur lieu de travail pour aller se mettre au vert auront toujours besoin de revenir de temps en temps dans leur entreprise. Et ça va aussi générer du trafic. Alors, est-ce que ce trafic sera capté par des propositions de type Airbnb, hébergement collaboratif, de l'hôtellerie, de la résidence de tourisme ou du co-living? Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour prendre des paris, mais on peut se douter que ça va générer également un trafic complémentaire. Donc les fondamentaux sont solides sur le marché français, au niveau du tourisme international. Les fondamentaux sont solides au niveau du tourisme national, et on a un niveau de demande national qui a bien permis effectivement de soutenir la demande dans ces temps très difficiles. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on va avoir une sortie de crise qui pourrait être effectivement plus rapide que d'autres territoires. Je vois des questions sur les investisseurs, désaffection ou regain d'intérêt. Ça dépend quand on regarde. On alterne des périodes compliquées, notamment avec des problématiques de financement bancaire. C'est vrai que lorsqu'on est dans des phases de contraction du marché, de restrictions sanitaires, de fermeture d'hôtels, ça a quand même tendance à tendre sérieusement l'intérêt des investisseurs et leur capacité, pour ceux qui s'intéressent au marché, à financer les projets. En revanche, globalement, ce qu'on a vu aussi, c'est que dès qu'on a pu détendre un petit peu le modèle à l'été dernier, on a eu une absence de transactions pendant pratiquement 18 mois. Et dès qu'on a eu des perspectives de reprise qui commençaient à s'affirmer beaucoup plus, on a eu sur le marché un certain nombre de produits qui sont arrivés, et donc on a vu une redynamique s'instaurer sur le marché de la transaction d'un côté, et on a vu également des dossiers de création d'hôtels qui ont commencé aussi à reprendre. Ça s'est retendu en fin d'année avec le variant Omicron, mais globalement, on voit un intérêt relativement fort des opérateurs, des investisseurs pour ce secteur d'activité. Et aussi à mettre en comparaison, l'hôtellerie, on a tendance à se dire que l'horizon de sortie de crise est quand même relativement proche. C'est vrai que dans le bureau, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été livrées en blanc, qui ne sont pas encore utilisées, et donc ça peut tendre ce marché-là. Le commerce entre Amazon et une désaffection du commerce de périphérie, là aussi, ça peut interroger les investisseurs, là où l'hôtellerie, encore une fois, les fondamentaux sont solides.
Donc globalement, une dynamique qui est plutôt favorable, freinée par le variant Omicron, et des prix en termes de transactions qui pour l'instant se tiennent bien. On voit qu'il y a comme une petite décote, hein, et cette décote, elle est forcément liée à la valorisation des fonds de commerce, parce que avec 2 années de cash flow à terre et puis encore un retard de cash flow sur 2022, ça favorise pas une dynamique de valorisation des fonds de commerce. Mais par contre, on n'a pas vu de tension sur les valorisations des murs d'hôtel. Donc un marché qui se défend bien au regard d'une crise sans précédent et assez incomparable dans nos secteurs par rapport à d'autres secteurs d'activité. L'impact des élections présidentielles avant et après, je vais rester modeste. Pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup. Et après, ça dépendra peut-être un peu du résultat. Si on n'est pas dans une extrême, il n'y aura pas nécessairement un impact très très fort, selon nous, de cette élection présidentielle. Sur l'évolution de l'offre, alors excusez-moi, je lis les questions en même temps. Les résidences de tourisme à faire ont-elles mieux résisté que les hôtels? Les résidences de tourisme ont connu une relativement bonne résilience. Dans une résidence, par nature, on a moins de services. On a du ménage une fois la semaine, on a un accueil qui est globalement limité, et puis on peut prendre ses repas, petit déjeuner, dîner compris, effectivement, dans sa résidence. Donc ça limite les interactions sociales. On n'en a pas plus que globalement que si l'on est chez soi. Et donc dans ces périodes de cœur de crise sanitaire, ça a été plutôt une solution de repli pour un certain nombre de clientèles. Et puis dans le modèle économique, ce sont également des actifs sur lesquels il y a moins de frais d'exploitation et notamment moins de personnel. Donc c'était plus facile de les tenir ouverts. Et pour faire le lien avec une question effectivement sur le social, ça pouvait aussi permettre de trouver des niches de marché qui venaient compléter les fréquentations habituelles dans ce type de produit. Donc oui, ça a plutôt bien tenu le coup et ça reste un secteur d'activité qui est très pertinent. L'augmentation des prix moyens est-elle justifiée? Ça, je l'ai déjà évoqué. Quand présagiez-vous le retour de la normale de la clientèle affaires? Ça va certainement s'étaler sur les 12 prochains mois et, comme je le disais, une dynamique relativement forte sur le marché du séminaire avant une reprise de la clientèle individuelle. Donne la parole à IFA aussi. Alors, IFA, je ne sais pas si tu veux rebondir sur quelques questions. Je te passe la main. Oui, surtout sur la partie corporate, donc le retour du business travel, je pense que j'ai regardé une enquête que Deloitte a fait en Angleterre il y a 2-3 mois, où ils font une enquête de travel managers, donc ceux qui prennent les décisions, qui gardent les budgets pour les compagnies internationales. Et ils disent qu'à la fin 2022, ils proposent de dépenser 75 à 80% de leur budget de voyage. Donc, je pense que ça, c'est vraiment positif pour le retour de business travel en 2022 et début 2023. Donc, je pense qu'il y a vraiment le désir de voyager encore, mais les sociétés, ils ont peur, en gros, de commencer à promouvoir les voyages internationaux. Moi, j'ai assisté à une conférence interne, là, il y a 2 semaines à Miami. Il y avait 1000 personnes qui ont assisté à la conférence. On pense que c'était 95% de l'équipe mondiale de notre boîte. Et c'était vraiment super bien assisté, vraiment bien. On se sentait vraiment protégés. Tous les jours, on a pris un test avant d'aller dans la salle de conférence, on portait nos masques, etc. Et c'était vraiment un grand succès. Donc, je pense que ce genre de choses vont donner de la confiance aux voyageurs d'y aller. Si on peut voyager pour le loisir, je pense qu'on peut aussi voyager pour le business. Peut-être, je vois un certain nombre de questions sur l'offre.
L'offre, dans notre analyse et dans notre suivi de l'évolution de l'offre d'hébergement sur le marché français, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, en 2021, on a eu un parc qui s'est réduit de manière significative. Ce parc qui s'est réduit de manière significative parce qu'on a eu un nombre significatif d'hôtels qui ont fermé pour une période de plus de 12 mois. Donc, on a un caractère effectivement assez temporaire de ces fermetures d'hôtels qui peuvent être liées à des travaux de modernisation dans ces périodes où on avait moins de clients, mais pas nécessairement des cessations d'activité ou des basculements de ces établissements vers une activité différente de celle de l'hébergement hôtelier. La dynamique de création telle qu'on a pu la voir, aujourd'hui, on voit toujours ce cycle en cours de progression du capacitaire hôtelier lié aux créations qui ont été envisagées en 2017, 18 et 19. Je suis assez convaincu que le prochain trou sera dans 3-4 ans, c'est-à-dire que l'inertie des dossiers dans 3 ans, en 2021, effectivement, c'était plus difficile de se transposer dans la création d'un nouvel hôtel. Et donc, on devrait avoir en 24, peut-être un petit peu moins de 24-25, un peu moins d'ouverture d'hôtels parce qu'on aura eu cette période 2021 qui était plus difficile en termes de projection de nouvelles capacités hôtelières. Je voyais une question sur l'évolution effectivement du télétravail. Et sur la question également du monde d'avant et du monde d'après. Effectivement, le monde d'avant et le monde d'après, il ressemble beaucoup au monde d'avant. Les bonnes résolutions qu'on avait pu avoir à l'occasion du premier confinement, on a pu les oublier assez vite. Et on revient alors avec des choses qui restent. Il ne faut pas oublier que ces réunions qu'on a en Teams, l'incidence sur le voyage individuel tel qu'en parlait IFA tout à l'heure, ont une importance. Le télétravail peut permettre aussi de redynamiser notre secteur d'activité. Et il faut pouvoir adapter son produit. Ce n'est pas forcément des adaptations structurelles très fortes, mais c'est vrai que si on veut accueillir une famille pendant laquelle il y a eu un des parents qui va travailler pendant 2 jours à l'occasion des vacances de la Toussaint, il faut avoir des lieux qui soient adaptés. Il faut s'assurer qu'on puisse avoir un lieu où on peut travailler sereinement, au calme, sans avoir un haut-parleur alors qu'on est en conférence téléphonique au-dessus de sa tête. Donc il y a des choses comme ça, créer des bulles, des choses qui permettent de pouvoir s'isoler sans avoir un investissement structurel qui soit trop lourd. Alors, je vois qu'on arrive au terme effectivement de cette présentation. Je voulais tous vous remercier. Je voulais vous dire également que on va pouvoir réinitier des réunions en présentiel. Alors, je vais vous parler de notre tournée en province. On va rejoindre nos amis de chez Extend AM lors de la 4e matinale de l'hôtellerie à Lyon le 7 avril prochain. On sera à Bordeaux le 14 avril, à Marseille et à Nice au mois de mai, en octobre à Nantes. Donc on a un programme effectivement de reprise de nos conférences en présentiel qui est en train de bien se dessiner. On est à votre disposition pour vous accueillir à l'occasion de ces manifestations. Ce sera un vrai plaisir de vous revoir en chair et en os. Et on vous remercie une nouvelle fois, on remercie nos sponsors. Je remercie IFA pour sa participation et on a hâte de vous revoir. À très bientôt. Bonne journée.